Je parle de politique. Bonsoir, c'est le 46e numéro de l'Hebdo Politique et ce dimanche nous sommes au Parlement européen en compagnie de l'un des eurodéputés UMP d'Île-de-France, Philippe Juvin. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 1er février 1964 à Orléans, vous avez donc 50 ans. Vous vous êtes engagé en politique très tôt, à l'âge de 19 ans. Vous êtes alors conseiller municipal de la Garenne-Colombe. En 2001, vous devenez maire de cette ville des Hauts-de-Seine sous l'étiquette RPR. Depuis, vous n'avez pas quitté votre poste et vous avez la particularité d'avoir toujours été élu dès le premier tour des élections municipales. En mars dernier, c'était avec plus de 71% des suffrages exprimés. Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine entre 2004 et 2009, vous entrez ensuite au Parlement européen. Vous êtes élu en 2009 sur la circonscription d'Île-de-France. En plus de votre carrière politique, vous êtes quelqu'un de reconnu dans le monde de la médecine. Professeur depuis 2003, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou depuis 2012. Si vous deviez faire un choix, vous seriez plutôt médecine ou politique ? Je serais probablement médecine, mais j'ai toujours été frappé des similitudes de travail entre les deux fonctions. Et quand vous êtes le maire d'une commune, vous êtes un peu le médecin de tout le monde. Avec vous, nous parlerons des lobbies et de libre circulation. L'Hebdo Politique sur Sensation. Le premier thème de cette émission, la circulation des personnes et l'espace Schengen. Pour aborder ces grandes questions, revenons tout d'abord sur une actualité récente, la décision prise par la Cour de justice de l'Union européenne d'autoriser les États membres à refuser les aides sociales à tous les étrangers communautaires économiquement inactifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas. Cette décision a été largement saluée par la droite française. Est-ce votre cas ? Moi, j'ai salué cette décision parce que c'est une décision intelligente, logique. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, la manne économique n'est pas inépuisable et que pour mériter des droits, il fallait exercer quelques devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a celui de chercher du travail ou de travailler. Alors, cette mesure a remis au goût du jour une expression, le tourisme social. Selon cette expression, des citoyens des pays membres de l'UE se rendraient chez leurs voisins pour profiter des aides sociales plus généreuses. C'est un vrai phénomène, selon vous ? Alors c'est un vrai phénomène, mais il faut sortir du débat purement européen. C'est un phénomène évident également pour les immigrés d'origine extra-européenne. Enfin, notre système social est un aspirateur, il faut bien le comprendre, pour des raisons démographiques. L'Afrique connaît un développement tel et malheureusement accompagné d'une misère telle que ce vieux continent, à quelques encablures en Méditerranée, est la source de tous les espoirs pour les populations. Donc c'est vrai, nos modèles sociaux sont des aspirateurs à immigration et c'est un problème parce que nous ne sommes plus en période de grande richesse et nos ressources sont comptées. D'après un rapport remis à la Commission européenne, moins d'1% de la population du vieux continent serait en situation inactive dans un pays qui n'est pas le sien pour le tourisme social intra-européen. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'une chimère ? Non, moi je crois que la vraie question, elle est effectivement, comme vous le dites, pas sur le tourisme social intra-européen, elle est sur le tourisme social de gens qui ne sont pas de l'Union européenne, qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne. Vous savez, moi j'ai été chef du service des urgences à l'hôpital Beaujon, qui est un service d'un hôpital situé dans le nord de Paris, et c'était assez fréquent de voir des gens qui arrivaient aux urgences débarquant directement de Roissy. Nous étions l'hôpital le plus proche de Roissy. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe vraiment. Aujourd'hui, dans mon hôpital, à l'hôpital Georges Pompidou, on a à faire face à une recrudescence de patients étrangers sans couverture sociale qui viennent pour des insuffisances rénales, qui sont des pathologies extrêmement graves parce qu'elles ne sont pas soignées dans leur pays. Comment soigne-t-on l'insuffisance rénale ? Pas par des dialyses itératives, 2-3 fois par semaine, ou par une greffe rénale. Il y a des tas de pays où ni l'un ni l'autre n'est disponible. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent chez nous parce que sinon ils meurent. Donc il y a une vraie question. Bruno Le Roux, chef de file des députés PS, a déclaré que l'une des solutions pour lutter contre le tourisme social était d'harmoniser les prestations sociales entre les pays européens. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors c'est une des pistes, il a raison. Il ne faut évidemment pas qu'il y ait un effet d'aubaine dans tel pays, c'est mieux que dans tel autre, même si aujourd'hui on en est très loin. Par exemple, quand vous prenez la Suède, en Suède, les étrangers en situation irrégulière, c'est une catégorie particulière, n'ont même pas accès ou à des conditions extrêmement compliquées aux services d'urgence. Alors que dans le pays qui est le nôtre, la France, il faut s'enorgueillir du fait que quand vous vous pointez à l'hôpital aux urgences, on ne vous demande pas votre carte bleue. Ça c'est un grand avantage. Non, nous croyons à l'UMP
qu'il faut revoir de fond en comble la question de l'offre sociale aux immigrés en situation irrégulière. Et vous savez qu'une des propositions que nous avons faites est de supprimer l'aide médicale d'État. Justement, c'était ma question. Vous êtes pour cette suppression vous-même? Oui, alors je suis pour cette suppression parce que l'aide médicale d'État, est devenue une charge extrêmement importante. En fait, on est quasiment à 1 milliard d'euros. 750 millions d'euros en 2013, en tout Mais cas. en réalité, on est à 750 millions d'euros. Mais ce que ne disent pas les gens, c'est que derrière, vous avez une deuxième aide qu'on ne compte jamais, qui est probablement de l'ordre de 200 millions, donc on n'est pas loin du milliard, et qui s'intéresse aux situations des gens qui n'ont pas l'AME, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'AME s'ils sont en France depuis moins de 3 mois. Donc on est à près d'1 milliard d'euros de dépenses, et avec une dépense qui a été multipliée par 2 en quelques années. Donc on voit bien que la population n'étant pas plus malade et n'étant pas plus nombreuse, il y a des abus. Donc oui, je pense qu'il faut supprimer l'AME et s'en tenir aux soins d'urgence. La suppression, c'est la proposition de Nicolas Sarkozy. Lui, Alain Juppé propose de remettre la taxe de 30 euros qu'il y avait. Les deux sont nécessaires. Il est inimaginable qu'il n'y ait pas d'équité, que sur le territoire national, des étrangers en situation régulière ou des Français finalement payent plus que des étrangers en situation irrégulière. C'est inimaginable. Donc la taxe, non, c'est le forfait de 30 euros que nous avions mis en œuvre, qui a été abandonné par François Hollande pour des raisons purement idéologiques, soit remis en place. Mais parallèlement, il faut aussi abolir l'AME et n'assurer aux étrangers en situation irrégulière que des soins d'urgence, évidemment, quand c'est nécessaire. Revenons en Europe, où la politique d'immigration est intimement liée à l'espace Schengen, auquel participent 22 pays. Schengen assure la libre circulation. Beaucoup en Europe veulent la réformer. Cette libre circulation serait inefficace et favoriserait l'immigration clandestine. Là aussi, chimère ou réalité ? Schengen, c'est compliqué. Il y a des avantages à Schengen et il est devenu des inconvénients. Les avantages, il ne faut pas l'oublier, c'est que Schengen, c'est aussi un fichier centralisé qui permet de poursuivre un délinquant d'un pays à l'autre. Moi, j'ai souvenir d'une époque où quand il y avait un braquage en France et que les braqueurs allaient en Belgique, on ne pouvait pas les poursuivre. Aujourd'hui, ça, c'est possible. Donc, c'est Schengen. Mais en même temps, Schengen, ce sont des politiques d'asile très différentes. Ce sont des politiques de contrôle aux frontières qui sont très différentes d'un État à l'autre. Or, désormais, la frontière de l'Italie, c'est la frontière de la France, puisque nous sommes dans l'espace Schengen. Et tant que nous n'aurons pas la même politique, tous les États membres de Schengen ensemble, de contrôle aux frontières, il faudra expliquer que nous sortirons de Schengen tant qu'une politique commune ne sera pas mise en œuvre. Le contrôle des frontières doit-il redevenir de la compétence de chaque pays tant que la mise en place justement de cette politique européenne n'est pas assurée à 100%? Nous pensons effectivement qu'il faut pratiquer la politique de la chaise vide en matière de Schengen, c'est-à-dire que tant que nos partenaires n'auront pas compris l'urgence d'avoir une politique commune, il faut probablement sortir de Schengen. Vous savez, De Gaulle avait fait la même chose avec la politique agricole commune. N'obtenant pas de ses partenaires européens les dispositions qu'il croyait nécessaires à la survie et au développement de l'agriculture française, il avait pratiqué la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'il ne venait pas. Et il avait bloqué le fonctionnement des institutions. Il faut faire la même chose avec Schengen parce que manifestement, nous avons essayé de la réformer de l'intérieur, ça n'a pas marché. Ses partenaires, c'est principalement les pays du Nord. En fait, il y a une fracture historique dans l'Europe. Les pays du Nord et de l'Est sont plus tournés par définition vers le nord et vers l'est, et on le voit bien, ils sont préoccupés par l'Ukraine et la Russie, et ils ne comprennent pas nos préoccupations liées à la Méditerranée. Il y a 2-3 chiffres qu'il faut connaître. Prenons l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, de mémoire, c'est 180 millions d'habitants actuellement. Dans 20 ans, c'est 400 millions d'habitants, c'est-à-dire autant que les États-Unis d'Amérique. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. Dans 20 ans, c'est 2 milliards d'habitants. Objectivement, celui qui n'a pas compris que cela posait un problème d'équilibre géostratégique, n'a rien compris à la politique. Donc nous voulons, en même temps que nous devons développer des politiques de collaboration avec tous les pays d'Afrique pour éviter justement cette grande désespérance africaine, nous devons aussi avoir une politique ferme et constante et commune de politique de contrôle aux frontières. L'immigration clandestine en Europe entraîne de nombreuses situations de détresse. Plus de 3000 migrants sont morts depuis le début de l'année en Méditerranée. Situation préoccupante également à Calais, en France. Ne sommes-nous pas avant tout face à une situation dramatique, on va dire humanitaire, avant un problème sécuritaire comme certains le laissent penser? Nous sommes face aux deux. C'est évidemment c'est absolument dramatique. Tous ces pauvres misérables gens qui, parce qu'ils fuient chez eux, en particulier, ils fuient pour des raisons
on dit de droits de l'homme parfois, mais essentiellement économiques, et d'absence d'espérance pour eux et pour leurs enfants. C'est affreux de voir cela. En même temps, est-ce que, parce que c'est affreux, l'Europe doit se dire, eh bien non, nous devons accueillir tout le monde et finalement ne pas réfléchir à qui nous pouvons ou nous devons accueillir. Non, nous devons avoir une réflexion tout simplement, à la fois aider ces pays de départ chez eux pour qu'ils développent des politiques sociales, une politique sanitaire qui puisse permettre à ces futurs migrants de trouver des soins chez eux. Il faut vous avez dit que j'étais médecin, envoyons des médecins européens aider à monter des facultés de médecine, soyons imaginatifs, construisons un système solidaire. Et puis, une fois que nous aurons fait ça, eh bien, beaucoup de gens qui quittent chez eux pour des raisons, par exemple, sanitaires, ne les quitteront plus. Donc c'est à la fois une collaboration avec les États, c'est à la fois de la fermeté dans l'application de la règle, et c'est aussi à la fois une application d'une politique de sécurité. Tout est lié. C'est illusoire de penser qu'on fait l'un sans l'autre. Un nouveau commissaire en charge de la migration a été nommé, le grec Dimitris Avramopoulos, ancien ministre de la Défense dans son pays. La Grèce est l'une des portes d'entrée pour les migrants en Europe. Ce choix est-il finalement logique ? D'abord, on verra à l'usure ce nouveau commissaire. Que ce soit le commissaire issu d'un pays du Sud est plutôt de bon signe, parce qu'évidemment, il est plus que peut-être un commissaire issu d'un pays nordique, préoccupé par ces sujets. Oui. C'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. On parlera des lobbies et de leur rôle au sein des institutions européennes. Merci. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Philippe Juvin, eurodéputé UMP d'Île-de-France. Abordons maintenant un sujet sensible, celui des lobbies. Et un chiffre permet de mieux comprendre leur rôle et leur importance en Europe. Près de 30 000 lobbyistes exerceraient à Bruxelles, ce qui en fait la deuxième ville du monde derrière Washington, la capitale américaine. Les lobbies exercent dans tous les domaines, tabac, écologie, nucléaire, finance, droits des femmes, pour ne citer que. Ils défendent leurs intérêts. Pour les citoyens européens, pour vous, parlementaires, ont-ils un intérêt précis ? On a du mal parfois à les cerner, les intérêts. Ils sont indispensables au bon fonctionnement du Parlement. Je m'explique. Il y a un vrai fantasme français sur les lobbyistes. Quand vous dites lobbyiste, vous dites le diable. En réalité, on a besoin des lobbyistes pour que le Parlement fonctionne. Les députés sont des gens comme vous et moi, qui sommes des gens qui sont des généralistes, souvent de la politique. Moi, je suis médecin, donc je connais un petit peu les questions de santé, relativement bien les questions sociales, mais parfois, j'ai aussi à traiter des sujets qui ne sont pas de ma compétence. Comment je fais dans ces cas-là ? Eh bien, je lis, je travaille, j'étudie et je me renseigne. Et pour se renseigner, il y a des gens qui viennent, certes, vous vendre leur sauce, mais c'est à vous d'avoir l'intelligence et l'esprit critique pour juger dans ce qu'ils vous disent de ce qui est intéressant ou pas. Donc les lobbyistes sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie. C'est ensuite aux députés d'avoir l'esprit libre et indépendant et critique pour pouvoir analyser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a trop, peut-être au Parlement européen ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a trop ou pas assez. En tout cas, ils sont présents quand on a besoin d'un renseignement, un éclairage particulier. On fait venir des lobbyistes et ils vous expliquent. Encore une fois, ils vous expliquent ce qu'ils veulent bien vous expliquer. Mais ça, c'est mon job de député, d'avoir cet esprit critique et d'avoir conscience que l'éclairage qu'ils nous donnent est forcément partiel. Mais vous savez, pardonnez-moi, votre question est très française. Quand vous dites il y a un problème avec les lobbyistes, vous sous-entendez que ce sont des groupes de pression, l'environnement, le tabac. Il y a déjà eu des affaires. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des lobbyistes de tout crin. Il y a des lobbyistes qui défendent l'industrie. Il y en a d'autres qui viennent vous dire que les industriels sont des méchants. Vous avez les associations de consommateurs, vous avez les associations de patients, vous avez les associations environnementales qui sont des lobbyistes aussi. Et donc, sur une question par exemple liée au nucléaire, les lobbyistes, c'est autant Areva, EDF que Greenpeace et des associations d'environnementales locales. Donc, le lobbyiste, c'est un terme générique pour dire quelqu'un qui vient vous vendre sa sauce. Eh ben, à nous de goûter la sauce et de voir si elle nous convient, en tout cas d'y ajouter nos ingrédients. Alors j'imagine, à titre personnel, vous avez déjà été approché par des lobbyistes. Mais tout le monde Comment leur démarche s'effectue-t-elle ? C'est très simple, ils font comme vous, ils prennent rendez-vous et on les voit durant un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Et puis ils vous expliquent ce qu'ils pensent de tel texte de loi européen. Ils vous suggèrent de modifier le texte en disant voilà, nous on aimerait bien que le texte soit modifié comme ça. Alors vous leur posez la question, mais je ne comprends pas pourquoi, vous êtes sûr, je ne suis pas d'accord avec vous. Bref, c'est un jeu
un échange qui nous permet de progresser. Vous savez, le philosophe Alain disait la chose suivante: quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Donc le lobbyiste, il est là. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut bien savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser, le lobbyiste, pour qu'on rencontre 10 personnes qui pensent des choses différentes. C'est comme ça qu'on arrive à penser soi-même. Et l'activité des lobbies auprès des décideurs européens n'est-elle pas un facteur finalement du désamour entre les citoyens et l'Europe? Est-ce que certains lobbies, peut-être pas tous, ne nuisent-ils pas à l'image de l'Europe? Non, honnêtement, ça vraiment. Le lobbyiste, d'abord, il y en a dans tous les cercles de pouvoir. Vous avez toujours eu dans l'histoire des gens qui viennent vous expliquer qu'il faut défendre leur intérêt. Donc, le lobbyiste, on en a fait une icône bruxelloise ou strasbourgeoise. Pardonnez-moi, je parle très vulgairement, c'est de la foutaise. On en a besoin pour fonctionner. Encore une fois, je me répète, c'est aux députés de faire la part des choses. Non, le désamour, il est malheureusement lié à quoi? Il est lié à plusieurs facteurs. Il est lié au fait que d'abord, les institutions européennes sont très complexes à comprendre, très, très difficiles. Moi, chaque fois que j'ai des visiteurs ici, je leur fais un cours rapide d'instruction civique européenne, parce que le Conseil, la Commission, le Parlement, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Deuxièmement, il y a une responsabilité nationale de nos responsables politiques. Hein. Quand vous entendez le Premier ministre qui explique que c'est à cause de l'Europe que la situation est comme ça, l'Europe est souvent chargée de tous les maux, MAUX, et de toutes les responsabilités. Alors que les responsabilités, elles sont essentiellement nationales. Hein. Si le budget de la France est voté depuis 25 ans en déficit tous les ans, ce n'est pas parce que Bruxelles l'a imposé, c'est parce que les gouvernements successifs de droite et de gauche l'ont bien voulu. Pour revenir sur les lobbies, Jean-Claude Juncker, le nouveau président de la Commission européenne, souhaite rendre les activités des lobbies plus transparentes. Depuis le 1er décembre, les commissaires européens, les membres de leur cabinet et les hauts fonctionnaires doivent rendre public leur rendez-vous avec les lobbyistes. Bien, c'est très bien. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Bonne mesure ou mesure liberticide? Oui, non, c'est très bien. Je veux dire, en fait, comme je vous ai expliqué, le lobbyiste est là pour nous éclairer. Il n'est pas là pour nous apporter une information qui serait confidentielle et qu'il faudrait cacher. Là, pour le coup, ça poserait problème. Et je ne me fais aucune illusion. Il y a probablement des gens, effectivement, qui se sont fait acheter par des lobbyistes. Il y a eu des affaires. Acheter, c'est-à-dire que le député n'a pas exercé son esprit critique sur l'information. Il l'a pris tel quel, contre tel ou tel avantage parfois. Et c'est ça qui est détestable. Donc, qu'on dise, j'ai vu tel ou tel lobbyiste, pourquoi pas? C'est très politiquement correct. M. Juncker vient d'arriver, donc il essaie de trouver des trucs un peu gadgets. En fait, je pense qu'on aurait déjà pu, sans cette mesure, savoir qui avait vu qui. Parce que question de volonté, finalement. Les rendez-vous enfin, on n'a rien à cacher. Donc c'est un tout petit peu cosmétique, mais on ne va pas lui en vouloir. M. Juncker, il vient d'arriver, il fait de la cosmétique comme beaucoup de monde. Pour revenir sur M. Juncker, certains estiment qu'il n'est pas légitime aujourd'hui pour ce combat. Lui, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui est concerné par l'affaire LuxLeaks. Cette affaire révélée il y a quelques jours par des journalistes qui ont rendu publiques les pratiques du petit État en matière d'évasion fiscale pour les multinationales. Alors, Jean-Claude Juncker est-il encore audible sur un tel sujet ? Non, mais il faut arrêter le fameux LuxLeaks. C'est quoi? C'est en fait la révélation d'une information que tout le monde connaissait, à savoir que le Luxembourg... Tout le monde, peut-être les eurodéputés, mais pas les... Tout le monde, les journalistes en particulier devaient la connaître, parce que c'est une disposition légale du Luxembourg qui fait que le Luxembourg permettait à quelques sociétés, sous certaines conditions, d'échapper à certains pans de sa fiscalité. Sauf qu'on oublie que la France le fait aussi, et d'autres grands pays le font. La France le fait. Et plus le Luxembourg tout de même. La France le fait. Donc ou bien c'est contestable, ou bien ça ne l'est pas. Premier élément. Deuxièmement, en revanche, il y a la question du secret bancaire. Vous savez qu'au Luxembourg, le Luxembourg est connu pour être un pays où il y a une très grande confidentialité bancaire. Par définition, il y a un secret bancaire partout. Ça fait partie des engagements. Votre banquier ne va pas me raconter ce que vous avez sur votre compte. Mais au Luxembourg, parfois, dans l'histoire, ça a un peu senti le soufre. Le système a commencé à être rediscuté au Luxembourg et réformé alors que Juncker était Premier ministre. Donc Juncker est un grand réformiste, contrairement à tout ce qu'on veut faire croire. D'ailleurs, il a été élu par des partis politiques très différents au Parlement européen, de la droite à la gauche, ce qui montre que ce n'est pas le méchant que l'on veut bien montrer. Monsieur Juncker ne risque pas d'être influencé par des lobbies, de la finance, Mais tout le monde risque d'être influencé par tout le monde si on n'exerce pas notre esprit critique. Vous-même, vous êtes influencé par la lecture que vous avez de vos confrères quand vous lisez la presse du matin.
Sauf que quand vous avez un esprit libre, vous allez critiquer, vous allez analyser et critiquer ce que vous lisez. Juncker, il est pareil. Il existe actuellement un registre des lobbyistes dans lequel doivent s'inscrire les groupes de pression. Celui-ci n'est pas obligatoire, c'est un problème. Doit-il le devenir ? Honnêtement, je n'en sais strictement rien parce que je pense que la question des lobbyistes, comme je vous l'ai expliqué largement depuis 10 minutes, n'était pas le problème que l'on voulait bien dire. Êtes-vous choqué lorsque la Commission européenne donne son aval à Viviane Reding, ex-commissaire européenne à la justice notamment et désormais eurodéputée, pour qu'elle devienne membre du conseil d'administration d'une compagnie minière belge ? Est-ce que ça vous choque ou vous trouvez ça finalement Je l'ignorais, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir de contradiction. C'est la Commission européenne qui a donné son aval, donc elle estime qu'il n'y a pas de contradiction. Mais je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être député, d'avoir une activité professionnelle, et Madame Reding, dans son dernier poste, n'avait rien à faire avec l'industrie, puisque je crois qu'elle était en charge des droits de l'homme, ce qui paraît assez éloigné des questions liées à l'exploitation minière. De quoi d'ailleurs ? C'est des mines de quoi ? Compagnie minière belge. Bon, d'accord. Ça doit être l'ancien Congo belge. Donc, en tout cas, vous n'êtes pas choqué par eux. Non. Devrait-on interdire, du coup, ma dernière question, aux fonctionnaires européens et aux élus toute forme d'activité privée ? J'espère que non. Je veux dire, je pense que ce qui tue la politique, c'est justement des hommes politiques. Enfin, il y a deux choses, pardon, dans la question. Il y a les fonctionnaires et il y a les élus. Les fonctionnaires, ils sont fonctionnaires. Ouais. Donc c'est leur job, ils ne doivent faire que ça. C'est dans leur statut, en France comme ailleurs. En revanche, les élus, moi, je redoute le jour où les élus ne pourront plus avoir d'activité professionnelle. On en fera des professionnels de la politique qui seront donc prisonniers de la politique. Moi, je suis médecin. Le jour où je perds les élections parce que j'ai dit ce que je pensais, parce que j'ai été libre par rapport à mon parti ou parce que j'ai été mauvais, eh bien, je suis médecin. Et donc, je peux ne pas m'accrocher peut-être à mes responsabilités politiques pour des raisons financières, matérielles, alors que si je n'avais que ça, eh bien probablement je serais beaucoup plus dépendant. Quand on fait de la politique, ne doit-on pas s'engager finalement à 100% exclusivement là-dessus ? Non, et revenir à ses premiers amours plus tard peut-être ? Non, je pense au contraire que le fait d'avoir une activité professionnelle d'abord vous aide à faire de la politique, à garder les pieds dans la glaise et à rester libre. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique au Parlement européen de Strasbourg. Merci Philippe Juvin d'avoir participé à cette émission. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé UMP en Ile-de-France, également le maire de la Garenne-Colombe dans le 92 et vous venez de publier un livre qui retrace les 100 dates fondatrices de la nation européenne. Un mot sur ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Oui, parce que j'ai toujours regretté que l'on ne mette pas assez en avant les racines grecques, romaines, chrétiennes de l'Europe. Et donc en 100 dates, de Ulysse à la chute du mur de Berlin, j'ai raconté l'épopée européenne. Et puis le mot nation européenne peut faire tiquer un certain nombre, mais je l'explique de la manière suivante. C'est que je pense qu'à plusieurs moments de son histoire dans l'Europe, les Européens se sont sentis, peut-être pas européens comme on le pense, comme on le définit aujourd'hui, mais se sont extraits de leurs déterminismes locaux et nationaux. Et je prends souvent deux exemples pour tenter de faire comprendre ça. Quand les Athéniens et les Spartiates sont face à Xerxès, le roi des Perses, ils ne sont pas Athéniens, ils ne sont pas Spartiates, ils sont Grecs. Et à ce moment-là, la nation européenne, c'est la Grèce. Quand le supérieur de l'abbaye bénédictine de Reichenau en Allemagne écrit au supérieur de l'abbaye bénédictine de Cluny en France, ce n'est pas un Allemand qui écrit à un sujet du roi de France, c'est un bénédictin qui écrit à un autre bénédictin. Et à ce moment, la nation européenne, c'est le mouvement bénédictin. Et donc plusieurs fois dans son histoire, il y a eu des moments où les Européens ont eu l'impression de participer à des grands tout qui dépassaient leurs strictes limites locales. C'est ça que j'ai baptisé la nation européenne. Alors le titre, Notre histoire, les 100 dates qui ont fait la nation européenne, et c'est à retrouver aux éditions Jean-Claude Lattès. Nouveau numéro de l'hebdo politique dimanche prochain à 18h sur Sensation Yvelines. Bonne fin de week-end à tous. Merci. L'hebdo politique.